Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 mars 2022. Voilà. Ouf, encore quelle journée. Quelle journée et quel effroi quand même qui est le nôtre devant ce 11e jour de l'offensive russe en Ukraine. Et à la librairie, tout le monde parle de ça, évidemment. Tout le monde parle de ça. La guerre, elle est dans tous les esprits. C'est clair, pour la majorité des gens, la guerre est commencée. Il y en a certains, comme Luc, qui se reconnaîtra, parce que de temps à autre, il écoute mes vidéos. Ce qui le frappe, c'est cette espèce de fascination que nous sommes nombreux à avoir pour la force. La fascination devant la force. Et chacun d'entre nous tente de se mettre dans les raisons de Poutine. Et lui, il ajoutait aussi, je ne crains pas ici de trahir sa pensée, en disant qu'il craint qu'une fois de plus, après la pandémie qui a fait un ravage dans le monde de la culture, que la guerre qui est là, eh bien, finisse encore par rejeter aux marges l'intérêt que l'on porte aux arts, à la poésie, à la pensée, à la culture en un mot. Alors évidemment, on peut se dire de quel poids est la culture, justement, devant la dévastation en cours. Et je dirais pour les fabricants de beauté, les fabricants de sens, les fabricants d'art, eh bien, la nécessité, sans doute, de tenir le coup, de continuer à produire du sens ou de beaux objets, cette nécessité-là va peut-être devenir impérative. Il faudra évidemment trouver le moyen de garder une sorte d'équilibre à travers cette profusion d'images horribles qui nous proviennent, ces affects qui se déploient en tous sens, des affects de peur, de colère, de chagrin, ces affects qui peuvent nous plomber. Alors, c'est de la plus extrême nécessité que de préserver des zones de sérénité dans nos esprits. Prendre le temps de lire, prendre le temps de maintenir quelque chose. Alors, elle va être courte parce qu'aujourd'hui, j'ai été très occupé à la librairie et demain matin, je dois me lever très, très, très tôt car je vais me porter encore une fois de plus acquéreur de environ plus de 1500 livres. Alors, il y a... Ouais, peut-être les 2 années aussi, en tout cas en particulier l'année 2020, vu le confinement, vu le fait que les gens ne pouvaient pas vraiment déménager, les grandes bibliothèques ont été plutôt rares à apparaître sur le marché. Et par contre, 2021, je m'en suis apporté acquéreur de quelques-unes. Et 2022 commence en Lyon. Je vois bien que peut-être aussi il y a un phénomène de changement de garde. Le boom immobilier aussi, des gens sont sur le point de vendre leur maison à des prix faramineux et l'agent d'immeuble, qui est parfois le meilleur ami du libraire, intime les propriétaires des dites maisons à se départir des livres parce que les livres, ce n'est plus vendeur. Ce n'est plus, non pas vendeur, ça ne se dit pas, ce n'est plus un incitatif à la vente.
Alors même parfois, certaines demeures somptueuses, les propriétaires ont fabriqué des bibliothèques par des menuisiers. Et ces bibliothèques, le meuble bibliothèque en tout cas, s'harmonise avec les fenêtres aux innombrables vitraux qui donnent sur des parcs importants. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Une pièce que j'ai achetée il y a quelques mois à un de mes confrères. Tous les livres sur les livres, qu'on me propose ou que je vois en librairie ou que je vois annoncé dans les catalogues, les livres sur les livres sur les bibliothèques, les mémoires de libraires, ont vraiment mon intérêt. Alors vous voyez, je vous montre ceci. C'est de Michel Butor, Rumeurs des livres, Voyage dans la bibliothèque, et les photos sont de Sophie Lucie Maillère et c'est publié chez Voix Éditions. Alors ça se présente comment? C'est un petit tirage, 24 exemplaires, et le mien porte le numéro 3 et c'est signé par Michel Butor. Alors ça se présente sous forme à l'intérieur d'un étui. Je vais vous montrer l'étui. Tenez, ça c'est l'étui. Et ce sont des feuilles volantes, pliées. Rumeurs des livres. Je vais vous montrer quelques photos. Vous voyez, ça c'est la maison. Je ne sais pas si on la voit bien. Ça, c'est la maison, le bureau de Michel Butor. Regardez celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on reconnaît des titres? C'est un Capharnaüm plein de poésie. Un véritable bureau d'écrivains, de chercheurs, de penseurs. Je détache l'un de ces ouvrages, je l'entrouve, jette un coup d'œil. Ben, c'est le cas ici. Écriture manuscrite de Michel Butor. J'entre dans la bibliothèque. La fenêtre en face de moi s'ouvre sur les bois de l'hiver. Il fait très beau. On aperçoit les montagnes entre les branches, mais aujourd'hui c'est la grisaille. Le temps se lèvera demain. Je viens déguster le brouillard. Alors, ce sont des photos de sa bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ici? C'est un autre angle de la même. Dans la maison, bien d'autres livres. Il en est à tous les étages. Surtout ceux que j'ai fabriqués. Mais ici, ce sont ceux des autres. Plus ceux qui sont inachevés, qu'attendent que les idées viennent pour recouvrir les pages, ça et là, entre les figures. Lors d'un déménagement, l'un des camionneurs vint me dire, stupéfait de tout ce papier, qui rendait les cartons fort lourds. « Excusez-moi, mon cher monsieur, mais franchement, vous n'avez pas pu lire tous ces volumes. Croyez que j'en ai lu bien plus. » Regardez. Avouez que c'est beau.
J'ai hâte que mon bureau ressemble à ça, mais là, mon bureau est un innommable capharnaüm. C'est épouvantable d'avoir un bureau comme ça. C'est inhumain. Franchement, c'est inhumain. On construit un nid de parole pour s'abriter du mauvais temps, se protéger contre la... Je n'arrive pas à lire le mot. La tempête et l'épidémie. Eh ben oui. Contre la crise, la tempête et l'épidémie. Ça va nous prendre de très, très solides bancaires. Pourtant, si je regarde bien, il doit y avoir des régions que je n'ai jamais parcourues en attente de temps meilleurs, ces temps où l'on aurait le temps en particulier, quelques-uns, en telle langue étrangère, espérant faire des progrès. On le voit ici, à la tombée du jour. La lumière baisse au dehors, je commence à ne plus bien voir les caractères sur la page. Si je veux continuer à lire et surtout si je veux écrire sur mes petits carnets avant de travailler sur le clavier, il va falloir la remplacer. On aura compris qu'il parlait de la lumière. Alors ça va être tout ce soir, n'est-ce pas? Alors, derrière ce que vous voyez, c'est un des plus récents tableaux de Fabienne Rock, mon épouse. Et c'est dans cette série de tempêtes. Alors vous voyez, c'est assez curieux parce que c'est à la fois une scène d'hiver. On peut voir la neige rougeoyante au sol. Et on a cette impression que le feuillage s'embrase comme... c'est la tempête, mais c'est un feuillage sanglant, un feuillage de feu. C'est comme si les arbres avaient pris feu dans une forêt glacée. Et ce feu qui peut représenter d'une certaine manière la violence de l'espèce humaine quand elle perd la raison et que le froid, que la glace la saisit par les pieds, l'avançant la crispant, si on veut, à la fois dans les glaces et dans la peur et le douloureux étonnement devant ce qui se déploie sous nos yeux. Alors on peut voir, on peut imaginer, on peut pressentir les ombres se faufiler sur le sol glacé, des ombres effrayées, des ombres apeurées, des ombres qui ne trouvent plus d'endroit où s'abriter, ou se protéger du feu qui est soudainement descendu sur la cime des arbres, évoquant ici la perte de la raison, la passion sanglante qui peut s'emparer de nous. L'espèce humaine aime autant l'espèce humaine, qui est une espèce prédatrice. D'ailleurs, moi, je me refuse à parler de la nature humaine. De toute façon, quand on parle de la nature humaine, c'est nécessairement les plus pessimistes d'entre nous qui évoquent cette fameuse nature humaine qui est mauvaise. Tandis
pour ma part, je ne parle plus depuis longtemps de nature humaine, car je ne saurais pas définir ce qu'est la nature humaine. Et la nature humaine, on imagine quelque chose qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, même si Homo sapiens, le cerveau d'Homo sapiens, et votre cerveau ou le mien, n'a pas connu d'évolution depuis 200 000 ans. Et je parlerai plutôt d'espèce humaine. Et cette espèce humaine-là, elle a des caractéristiques. Elle est à la fois fragile, prédatrice, créative, angoissée, désirante, extrêmement complexe et je pense traumatisée. Et ça nous est nécessaire individuellement de réfléchir à ce qu'est notre vie et que sera notre vie dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Car c'est évident que nous avons, depuis 11 jours, nous avons basculé dans un nouveau monde. Je me rappelle, lors de la chute du mur de Berlin, que le poète et vedette Léonard Cohen, loin de se réjouir de ce phénomène incroyable qui était la libération simultanée à la fois d'un régime qui oppressait et à la fois d'un régime qui oppressait aussi ses propres citoyens, que lors de la chute, dis-je, du mur de Berlin, il ne voyait pas ça d'un bon œil. Il émettait l'idée que peut-être, à plus ou moins long terme, et qu'est-ce que c'est une génération, eh bien, que des choses terribles pourraient émerger de ces murs tombés. J'ai repensé souvent à cette phrase de Léonard Cohen qui jurait tellement dans le contraste, qui jurait tellement dans l'effervescence et l'enthousiasme de voir ce grand rival qui était cette grande rivale qui était l'URSS et ces pays satellisés et inféodés à cette puissance. Beaucoup de gens en étaient tellement ravis, mais pas lui. Il y a une scène dans le film de Gaz Blues Bar où le personnage est à Berlin, il vit une relation amoureuse et lui aussi, il subodore que c'est peut-être pas des bonnes choses ou encore il accepte pas le changement. Peut-être aussi il y a de la difficulté, si ma mémoire est bonne, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, vous aussi peut-être, sans doute. Et dans ce Berlin en effervescence, lui, il reconstruit le mur avec un petit marteau. Il refait un mur, comme peut-être pour se protéger du changement qui vient. M'avait frappé cette séquence-là. Du cinéaste dont le nom m'échappe. Vous voyez, c'est ça du danger de l'improvisation. Hein? Et puis en plus, je suis fatigué, il faut bien le dire. Les nuits sont courtes. Les nuits sont courtes. Et les journées très, très, très occupées. Et je me faisais une dernière réflexion pour conclure. Hein? Ça fait déjà 5 minutes que je vous dis ça. Ça va ressembler à quoi administrer une librairie en temps de guerre? Parce que pour moi, c'est clair que ça va être une guerre. Et même si elle prenait fin rapidement par la capitulation de l'Ukraine, les mesures que le bloc occidental ont pris contre les mesures coercitives et de sanctions économiques vont être pérennes, vont durer, avec des conséquences sans doute très fâcheuses pour nos économies. Notre effort de guerre ne se traduira peut-être pas par le don de notre vie, le don de notre sang, mais assurément par de lourds sacrifices sur le plan économique. Et ça va être comment
administrer. Alors, j'ai un petit rayonnage que je sais où il est, quand même, classé, de mémoire de libraire, de mémoire d'éditeur. Je vais sans doute aller y parcourir quelques pages pour voir comment ces libraires et ces éditeurs avaient réussi à s'organiser, avaient réussi à passer à travers cette guerre. Bon, sur le plan intellectuel, sur le plan mental, sur le plan spirituel, il faut impérativement se dégager des espaces de liberté en nos esprits, mais sur le plan économique aussi, sur le plan pragmatique, il va falloir établir des stratégies également et retourner aux livres anciens, aux vieux grimoires, pour voir comment nos illustres devanciers ont pu passer à travers les tumultes de la guerre. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. Je suis avec vous demain. Je ne suis pas encore fixé. Est-ce que je vais être avec vous tout le long du conflit? Peut-être. Peut-être pas. Je n'arrive pas à... Dans le cas de l'année dernière, j'étais avec vous, il y avait une date avancée. Donc, on pouvait se dire, d'accord, le couvre-feu et la fin, la levée du couvre-feu et le retour à une vie normale. Donc, je peux vaquer à mes autres activités. Mais là, c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte. C'est l'incertitude totale. Et franchement, là, il n'y a personne qui sait comment les choses vont tourner. Mais absolument personne. Et c'est d'autant étonnant aussi que personne ne croyait que Poutine ferait cette chose-là. Et pourtant, il l'a fait. Comme quoi, hein, le mieux n'est pas toujours certain. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.